Je viens lancer cette nouvelle conférence, ce cycle de l'après-midi. Alors, nous sommes avec Laurent Penaud de la direction des impôts des non-résidents et monsieur Olivier Lecomte, notaire à Paris. Vous avez la lourde tâche de faire le point en cas d'expatriation sur tout ce qui est vente d'immeubles et impôt sur la fortune immobilière. Donc, je vous laisse et je pense que vous aurez beaucoup de questions, sans doute. Et je reviendrai pour le jeu de questions-réponses en fin de conférence. Bonjour à tous. Voilà, donc on va faire cette conférence, on va parler en premier lieu de l'impôt sur la fortune immobilière et ensuite du cas de la vente d'un bien immobilier par des personnes qui sont non résidentes. Mais en premier lieu, j'ai cédé la parole à Maître Lecomte qui va nous parler des régimes matrimoniaux. Oui, préalablement, avant de se lancer dans la fiscalité, qui est assez technique, on souhaite attirer votre attention sur votre régime matrimonial, puisque le régime matrimonial a des conséquences en matière de fiscalité. Puisque si vous êtes en séparation ou si vous êtes en communauté, pour vos déclarations, ce n'est pas tout à fait pareil. Or, on rencontre des difficultés avec certains régimes matrimoniaux, notamment lorsque les gens ont voyagé, ont changé de pays, et plus particulièrement pour les gens qui se sont mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, qui est la date d'entrée en application du règlement régimes matrimoniaux européen. Pendant cette date, si vous êtes marié pendant cette date, vous pouvez avoir muté de régime matrimonial sans vous en être rendu compte. Je vous explique. Je vous donne un petit cas facile. Vous êtes marié sans faire de contrat en Amérique en 93, et puis vous êtes revenu en France en 2000. Et vous pensez que parce que vous êtes marié en Amérique, à New York, et qu'à l'époque c'était le régime de la séparation, que vous êtes encore marié sous le régime de la séparation. En réalité, c'est faux. Vous êtes transféré, votre régime s'est transféré sous le régime de la communauté dès votre retour, si vous êtes, vous et votre épouse, sous le régime de nationalité française, ou 10 ans après votre retour, si l'un de vous deux n'est pas de nationalité française. Alors, on rencontre dans beaucoup de dossiers des gens qui ont des régimes mutés ou qui ont une partie de leur vie été mariés sous tel régime et après, ils ont changé de régime sans le savoir. Donc, consultez, parce que nous, dans les ventes, on se rend compte généralement lorsqu'on fait nos actes que les gens se trompent. Ils pensent être en communauté ou en séparation et c'est l'inverse et ils ne sont pas protégés de la même façon. Voilà, on attire votre attention sur ce point. Il faudra que vous soyez vigilants. Maître, je vous en prie. Voilà, donc à présent, on va aborder le sujet de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, première question, quels sont les biens imposables? Donc, c'est un impôt qui porte uniquement sur les biens immobiliers. Alors, s'agissant de personnes domiciliées fiscalement hors de France, l'impôt va porter uniquement sur les biens immobiliers situés en France. Et on est assujetti à cet impôt à partir du moment où la valeur nette de ces biens immobiliers est supérieure à 1 300 000 €. Il s'agit de la valeur nette, puisqu'on verra plus tard que pour être imposé, dans le calcul de cet impôt, entre en compte les dettes. Et donc, une fois déduit les dettes que la loi permet de déduire d'ailleurs, si la personne a un patrimoine immobilier qui dépasse ce montant de 1 300 000 €, elle est donc assujettie à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, il s'agit des biens immobiliers situés en France, donc biens immeubles détenus directement. Par exemple, une maison, un appartement, des terrains, des locaux commerciaux. Ou bien il peut s'agir de ce qu'on appelle des droits immobiliers. Par exemple, si la personne détient l'usufruit sur un bien immobilier parce qu'elle a fait donation à ses enfants de la nue propriété. Donc l'usufruit des biens en question, les biens en question vont rentrer en compte dans l'actif imposable. Et il y a également les parts de sociétés qui détiennent des immeubles en France. Alors, contrairement
aux résidents de France, les personnes qui sont domiciliées hors de France, bien entendu, mais bon, c'est une évidence qu'il faut rappeler, ne sont pas imposables sur les biens immobiliers situés à l'étranger. Au contraire, hein, tant que vous êtes résident de France, vous êtes imposable sur les biens situés à l'étranger. Donc, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein, la masse imposable comprend tout type de biens immobiliers, hein, que ce soit des maisons, des locaux commerciaux ou des appartements, des terrains, des bois, des forêts, des terres agricoles. Certains biens qui sont affectés à l'activité professionnelle du redevable de l'impôt sont par contre exonérés. Si vous êtes propriétaire, par exemple, d'un médecin qui exerce dans un appartement dont il est propriétaire, ce bien-là n'entrera pas dans l'assiette de l'impôt. Alors, il faut savoir qu'il existe, comme dans tous les domaines fiscaux, des conventions fiscales entre la France et d'autres pays en matière d'impôt sur la fortune, en général, hein, qui vont, dans certains cas, ne pas permettre à la France d'imposer certains biens, en particulier lorsqu'ils sont détenus indirectement en France. Certaines conventions ne permettent pas de les imposer directement. Alors, il faut savoir qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière, le foyer fiscal n'a pas tout à fait la même définition qu'en matière d'impôt sur le revenu, hein, puisque... attendez, je me suis un petit peu égaré. Voilà. Donc, puisque... compose le foyer fiscal en matière d'impôt sur la fortune immobilière, donc les couples mariés ainsi que leurs enfants mineurs, hein, parce là il n'y a pas de différence, mais également les personnes qui vivent en concubinage notoire, donc sont tenues de déclarer en commun les biens que chacun détient. Sont compris également dans l'assiette de l'impôt les biens détenus par les enfants mineurs. Et par contre, les enfants majeurs, même rattachés, hein, s'ils sont propriétaires en propre de certains biens, ces biens-là ne vont pas rentrer dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des concubins. Hein, donc il faut savoir qu'il n'existe pas de solidarité de paiement pour cet impôt-là entre les deux concubins, puisqu'ils ne sont pas liés par un lien juridique. Alors, comment déclare-t-on l'impôt sur la fortune immobilière ? On déclare l'impôt sur la fortune immobilière en fait en même temps que l'impôt sur le revenu. Depuis que cet impôt existe en 2018, hein, il constitue en fait une annexe de la déclaration de revenus. Il y a un imprimé spécial hein, ou une partie de la déclaration en ligne hein, qui s'appelle 2042 IFI, sur lequel on va déclarer chaque bien constituant le patrimoine imposable, ainsi que le montant des dettes qu'on entend déduire. Alors, il peut arriver, si vous transférez votre domicile fiscal à l'étranger, que vous n'ayez plus aucun revenu en France, mais que par contre, vous ayez une résidence secondaire hein, qui a une certaine valeur, qui dépasse le seuil d'imposition. Et de ce fait, vous allez devoir déclarer l'impôt sur la fortune immobilière sans déclarer d'impôt sur le revenu. Et donc, dans ce cas-là, il y a un imprimé spécial qui s'appelle IFI-COV, hein, qui va permettre d'identifier ce cas hein, avec une case à cocher pour indiquer que c'est une déclaration d'impôt sur la fortune immobilière sans revenu l'accompagnant. Alors, comment se compose la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière ? Donc, dans un premier temps, on va déclarer les actifs, bien sûr, en détaillant chaque type de bien. Hein. Il faut savoir que certains biens sont exonérés partiellement. Hein. Il s'agit notamment des bois et forêts. Également des terres agricoles qui font l'objet d'une location pour une longue durée. Et donc, toutes ces exonérations partielles sont tout à fait possibles pour un redevable non résident.
Par contre, différence en matière d'IFI, la résidence principale bénéficie d'un abattement de 30% qui ne s'appliquera pas pour un redevable non-résident puisque le non-résident n'est pas imposé sur sa résidence principale qui est située à l'étranger par définition. Voilà. Et maintenant, on aborde le cas des dettes. Alors, il y a plusieurs conditions pour déduire des dettes en matière d'impôt sur la fortune immobilière, hein, IFI. En premier lieu, il faut qu'il s'agisse effectivement de quelque chose qui a le caractère d'une dette, hein, c'est-à-dire c'est de l'argent qui, au moment du point de référence, hein, ce qu'on appelle le fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire le 1er janvier de l'année, ce sont des choses qui constituent effectivement une dette, quelque chose qu'on doit payer et qui n'a pas été payé. Hein. Et donc, il faut que ce soit des dettes qui sont afférentes au bien imposable, c'est-à-dire qui ont été contractées soit pour l'acquisition du bien, soit pour des travaux d'agrandissement, d'amélioration ou des dépenses pour l'entretien de ce bien. Il faut que, par ailleurs, bien sûr, que la dette existe au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc, elle ait bien le caractère d'une dette, hein, que ce ne sont pas des charges, hein, mais des dettes qu'on déduit. Et il faut que ce soit une dette personnelle de l'un des membres du foyer fiscal. Alors, il existe certaines limitations aux dettes, hein, notamment s'il s'agit de dettes qui ont été contractées vis-à-vis de l'un des membres du foyer fiscal de façon directe ou indirecte. Hein, ce genre de dettes, bien sûr, sont proscrites. La déduction n'en est pas possible. On ne peut pas non plus déduire totalement une dette qui se rapporte à un bien qui est partiellement exonéré. Si par exemple vous avez emprunté pour acquérir des bois et forêts qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une exonération de 75% de la valeur de ces biens, la dette ne pourrait être déduite que dans cette proportion. Et il existe par ailleurs un mécanisme assez complexe hein, de plafonnement des dettes. Il ne faut pas que le montant des dettes dépasse dans une certaine mesure le montant de l'actif. Alors, contrairement à autrefois, l'impôt, l'ISF, hein, impôt de solidarité sur la fortune, l'impôt sur la fortune immobilière, comme on l'a dit, est déclaré en même temps que l'impôt sur le revenu. Et pour ce qui est du paiement, en fait, il va suivre des modalités similaires. Hein. C'est-à-dire qu'on va, les redevables qui ont déclaré leur fortune immobilière vont recevoir un avis d'impôt en matière d'IFI. Et donc après, il y aura des modalités de paiement particulières, hein, où bien sûr le paiement en ligne devra être préféré aux autres moyens de paiement. Donc, si vous êtes domicilié à l'étranger, il faut savoir qu'il est possible d'effectuer depuis l'étranger donc un paiement en ligne à partir du moment où le compte que vous détenez est situé dans la zone CEPA. Bon, là, on évoque hein, le cas d'un impôt sur la fortune immobilière à 300 €, ce qui est assez rare. Hein, il faut bénéficier dans ce cas-là de certaines réductions d'impôts. À présent, on va aborder le sujet de la vente des biens immobiliers hein, et des plus-values immobilières. Alors, je ne sais pas si Maître voulait faire une... Non, allez-y, je vous en prie. D'accord. Donc, on va évoquer à présent l'impôt que l'on acquitte hein, lors de la vente d'un bien en France, ce qui s'appelle la plus-value immobilière. Alors, sont soumis au régime des plus-values immobilières hein, les ventes qui portent sur des immeubles, hein, qu'il s'agisse d'immeubles bâtis ou non bâtis, des appartements, des maisons, des locaux commerciaux, des terrains, etc. Hein, des droits réels immobiliers. Hein, donc, si par exemple vous avez une vente qui fait suite à une donation qui a eu lieu quelques années auparavant, vous allez avoir l'usufruitier qui va vendre sa part qui est détenue en usufruit et les nus propriétaires qui vont vendre leur part en nue propriété.
Et il peut s'agir également de vente de parts de sociétés qui sont constituées principalement d'immeubles. C'est ce qu'on appelle la prépondérance immobilière. Alors, la plus-value, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Sachant qu'il existe un certain nombre d'abattements et de frais qui vont venir augmenter le prix d'achat et donc réduire la plus-value, hein, les frais d'acquisition notamment. Dans certains cas, on peut déduire des travaux d'amélioration qui ont été pratiqués sur le bien qu'on vend. Et en dehors de ces abattements-là, hein, il existe des abattements pour durée de détention. C'est-à-dire que plus longtemps on a détenu l'immeuble, plus la plus-value va diminuer. Donc là, vous avez sur le tableau les différents taux qui vont s'appliquer suivant la durée de la détention, hein, qui vont aboutir en matière d'impôt sur le revenu à une exonération au bout de la 22e année. Donc je dis en matière d'impôt sur le revenu parce qu'il faut savoir que l'impôt sur la plus-value en fait se décompose en deux parties. Une partie qui s'appelle impôt sur le revenu à proprement parler, hein, qui est imposée au taux de 19%. Donc au bout de 22 ans, il n'y a plus d'imposition. Et une seconde partie qui va porter sur les prélèvements sociaux. Alors les prélèvements sociaux, donc c'est la CSG, CRDS et la contribution le prélèvement de solidarité. Hein. Et alors il faut savoir que si vous résidez à l'étranger et que vous êtes affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français, au sein d'un autre État de l'Union européenne, hein, plus l'espace économique européen, plus la Suisse, éventuellement le Royaume-Uni. Dans ces cas-là, hein, si vous êtes assujetti à un de ces régimes de sécurité sociale étrangers et obligatoires, vous n'êtes pas assujetti à la CSG et à la CRDS lors de la vente d'un bien immobilier en matière de plus-value immobilière. Par contre, vous restez redevable du prélèvement de solidarité au taux de 7,5%. Voilà, donc s'ajoute donc aux 19% de l'impôt sur le revenu une imposition totale de 17,2%, donc c'est CSG, CRDS plus prélèvement de solidarité. Et par contre, le calcul est différent pour les prélèvements sociaux puisque les abattements pour durée de détention sont d'un pas plus lent, hein, et aboutissent à une exonération totale au bout seulement de 30 années de détention. Donc il faut attendre 30 ans pour bénéficier d'une exonération totale en matière de plus-value lorsqu'elle est dans ces cadres-là. Alors, il faut savoir par ailleurs qu'à partir du moment où on est non-résident, il y a un régime spécial qui s'applique et qui notamment ne va pas permettre de pouvoir bénéficier de certaines exonérations et notamment l'exonération de la résidence principale, en tout cas telle qu'elle est codifiée comme telle au Code général des impôts, ne s'applique pas de principe aux non-résidents. Par contre, on va voir qu'il existe deux exonérations qui vont pouvoir, dans certains cas, se substituer à cette exonération de la résidence principale. Alors la première de ces exonérations, c'est celle qui est codifiée dans l'article 244 bis A que vous voyez affiché sur l'écran, qui est celui qui règle les plus-values des non-résidents et qui concerne en fait l'ancienne résidence principale du non-résident. Alors pour bénéficier de cette exonération-là, il faut en premier lieu que la vente intervienne dans l'année qui suit celle du départ de France. Et d'autre part, donc au plus tard le 31 décembre, si la personne part de France en 2025, hein, il faut que la vente ait lieu au plus tard le 31 décembre 2026. Et d'autre part, il faut que le cédant et la libre disposition du bien, conserve la libre disposition du bien pendant toute cette période, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit occupé, ni à titre gratuit d'ailleurs, ni à titre onéreux. Il ne faut pas qu'il soit en location, il ne faut pas qu'il soit donné à un ami par exemple ou à de la famille.
Et par ailleurs, pour bénéficier de cette exonération-là, il faut que la nouvelle résidence principale du cédant soit située dans un État de l'Union européenne. Donc, si ces conditions sont remplies, donc le notaire, un rédacteur de l'acte, indique dans le corps de l'acte les raisons de cette exonération-là, et dans ce cas-là, il n'y a pas de déclaration de plus-value à déposer. Il existe une seconde exonération, si celle qui vient d'être indiquée, si on ne peut pas en bénéficier. Alors, il faut savoir que les deux exonérations sont exclusives l'une de l'autre. On ne peut pas bénéficier d'une de ces deux exonérations si on a déjà bénéficié de l'autre et vice-versa. Donc cette deuxième exonération qui est codifiée à l'article 150 U2 du CGI, c'est une exonération qui, sous des formes qui ont pu varier, est très ancienne, qui porte sur la première cession d'une habitation en France par un non-résident. Alors, pour en bénéficier, il y a plusieurs conditions. D'abord, il faut posséder la nationalité d'un État de l'Union européenne. Et par ailleurs, il faut avoir été domicilié fiscalement en France au moins 2 années consécutives antérieurement à la vente. C'est-à-dire, par exemple, si vous vendez en 2025, ça fait plusieurs années que vous êtes habité hors de France, il faut, je ne sais pas, par exemple de 2000 à 2005, enfin en tout cas 2 années qui se suivent, avoir été domicilié fiscalement en France. Donc si vous vous apprêtez à quitter la France, pour ces raisons-là, il est conseillé de conserver quelques archives. Et donc il n'y a pas d'autres conditions si cette vente intervient dans les 10 années qui précèdent l'année du départ de France. Au-delà de cette durée, il y a une condition qui se rajoute, c'est-à-dire qu'il faut avoir eu la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de la vente. C'est-à-dire que si vous vendez en 2026, par exemple, ou en 2025 plutôt, si vous vendez en 2025, depuis le 1er janvier 2024, il faut que le bien n'ait pas été loué. Alors, il faut savoir également que c'est une exonération qui s'applique par cédant et qu'en matière de plus-value, chacun des conjoints, par exemple, qui détenait le bien en commun, est considéré comme un cédant. Et de ce fait, chacun des deux conjoints, l'époux et l'épouse ou autre, peut bénéficier de cette exonération qui, cependant, est plafonnée à 150 000 euros. 150 000 euros de plus-value. On a vu tout à l'heure ce qu'était une plus-value, différence entre prix d'achat et prix de vente, et déduction des abattements pour durée de détention et autres. Donc en fait, pour un couple marié, on peut bénéficier d'une exonération jusqu'à hauteur de 300 000 euros de plus-value. Alors, il faut savoir que si la vente porte sur un bien immobilier, on est obligé de faire appel à un notaire et c'est lui qui va se charger des formalités en matière de plus-value immobilière, qui va déposer la déclaration pour le compte des vendeurs auprès du service qui enregistre l'acte, un service de publicité foncière. Alors, il faut faire attention que dans certains cas, notamment quand la vente dépasse un montant de 150 000 euros, et qu'on réside en dehors de l'Union européenne et des pays qui font partie de l'espace économique européen et qui ont signé certains traités d'assistance. En l'occurrence, il s'agit de l'Islande et de la Norvège. Donc si on réside en dehors de ces États, on est obligé, lors de la vente d'un bien immobilier soumis à plus-value immobilière, on est obligé de désigner un représentant fiscal. Alors, qu'est-ce qu'un représentant fiscal? Donc, c'est une personne qui va être votre garant pour le paiement et le contrôle en matière de plus-value immobilière. Alors, pour effectuer cette fonction de représentation fiscale, il existe des sociétés qui ont été accréditées par l'administration fiscale. Vous pouvez trouver la liste sur le bulletin officiel des finances publiques. Ça peut être donc ce sont des sociétés qui, bien sûr, effectuent ce service moyennant un paiement, une facture.
D'autre part, ça peut être un établissement bancaire établi en France qui peut se constituer votre représentant fiscal, qui peut-être éventuellement percevra des honoraires pour ce service. Ça peut être également l'acquéreur du bien s'il le souhaite. Mais par ailleurs, vous pouvez demander à désigner une personne de votre famille, par exemple, ou un ami, qui doit être, lui, par contre, accrédité spécialement pour cette vente. Donc, on va examiner, l'administration fiscale va examiner pour ce faire quelle est sa moralité fiscale, quelle est son assiette financière, si éventuellement il a les moyens de vous garantir en cas de redressement sur la plus-value immobilière. Alors là, vous voyez sur l'écran qu'on vous indique que la demande d'accréditation du représentant fiscal se fait toujours auprès du service de la direction des services fiscaux dont dépend le lieu de situation du bien qui est vendu. Alors à Paris, il y a une adresse spéciale pour les biens qui sont situés à Paris intramuros. On a évoqué tout à l'heure un peu rapidement le cas de cession de biens immobiliers en France qui ont lieu au travers de sociétés. Et si on vend des parts d'une société étrangère qui détient un bien en France, on va rentrer dans le régime des plus-values immobilières. Et dans ce cas-là, l'accréditation s'effectue auprès du service dont dépend le siège de la société, c'est-à-dire la direction des impôts des non-résidents, dont vous avez l'adresse qui s'affiche. Alors, un petit rappel, si le cédant réalise une plus-value imposable et que par ailleurs il déclare encore des revenus en France, et il y a une case au moment de la déclaration de revenus de l'année suivante où il devra indiquer le montant de la plus-value imposable, case 3VZ, et c'est pas pour être imposé une seconde fois, mais pour incrémenter le revenu fiscal de référence qui permet de bénéficier de certaines mesures. Alors là, un petit rappel pour terminer sur les coordonnées du service des impôts des non-résidents, donc, qui est présent dans la salle à ma droite. Vous pouvez, si vous avez des questions, vous pourrez aller nous consulter, qui est situé donc à Noisy-le-Grand. Et donc nous avons un compte Facebook, vous pouvez également consulter. Oui, merci. Je voudrais rajouter quelques petits points, parce que vous êtes venu ici, c'est parce que vous vouliez anticiper. Donc là, on vient de vous expliquer tout le fonctionnement fiscal qui est assez technique et pour lequel il ne faudra pas hésiter à recontacter le centre des impôts ou les notaires. Mais anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être intérêt à vous poser les questions avant de partir, parce que vous allez peut-être pouvoir faire des économies. Je m'explique. Vous êtes non-résident, vous voulez vendre un appartement en France, on vient de vous dire que peut-être que ça serait taxé en France, mais interrogez-vous également, dans votre pays où vous êtes parti, est-ce que ça va être taxé? Parce qu'il n'y a pas que la France qui prend de l'impôt de plus-value. Est-ce que cet impôt que vous allez payer en France et l'impôt que vous allez payer dans votre pays de résidence ne vont pas se cumuler et créer une double imposition? Ou est-ce qu'on va pouvoir déduire dans votre pays de résidence l'impôt payé en France au titre de la Convention? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser avant, parce qu'il faudra peut-être que vous vendiez avant de partir, ou que vous attendiez votre retour pour vendre pour éviter une double imposition ou une taxation supérieure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est anticiper dans le choix des ventes. Pourquoi? Parce que vous avez le choix de vendre avant de partir, et après, une fois que vous êtes parti, vous avez le choix de vendre la résidence principale ou des résidences locatives. Que devez-vous choisir? Si vous avez plusieurs résidences locatives à vendre et que vous avez quitté la France, imaginez que vous ayez hérité de votre grand-mère un appartement et que lors du décès, on l'ait déclaré à 300 000 €. Vous me vendez cet appartement pour 300 000 € et puis le lendemain, chez un autre notaire, vous allez vendre un deuxième appartement que vous avez acheté à 100 000 € et qu'on va vendre à 300 000, où il y a 200 000 € de plus-value. Si vous avez vendu celui de votre grand-mère en premier, quand je vais vendre votre deuxième appartement, je vais vous dire, moi, l'abattement des 300 000 € qu'on vous a indiqué à l'article 150 grand U, deuxième petit ment,
vous ne pouvez plus en bénéficier. Tout ça parce que vous avez interverti les ventes. Donc, prudence et anticipation. Deuxième point, on vous a dit que vous pouvez bénéficier soit de l'abattement de 150 000 ou 300 000 euros si vous êtes marié pour une résidence locative, mais on vous a dit que vous pouviez également avoir l'exonération de la vente de votre résidence principale après avoir quitté la France. Mais vous ne pouvez pas cumuler les deux une fois que vous êtes parti, donc vous allez devoir choisir. Pourquoi vendre votre résidence principale une fois que vous êtes à l'étranger et après ne plus bénéficier de l'exonération de 150 000 euros alors que vous auriez pu vendre votre résidence principale avant de partir sans avoir d'impôt. Ça vous aurait permis de vendre votre résidence principale en France gratuitement, vendre après votre résidence locative avec une exonération et peut-être ne pas payer d'impôt. Alors que si vous faites l'inverse et que vous vendez votre résidence locative alors que vous êtes en France, vous allez payer de l'impôt en France, parce que là, vous n'aurez pas l'abattement des 300 000 euros. Les 300 000 euros d'abattement, c'est un cadeau qu'on vous fait parce que vous êtes parti à l'étranger. Si vous êtes en France, vous n'avez pas le cadeau. Donc vous paierez de l'impôt en France et puis quand vous vendrez votre résidence principale, vous serez exonéré, mais vous l'auriez été également exonéré si vous l'aviez vendu en France. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une réflexion à vous poser. Ce n'est pas illégal, hein, c'est les textes fiscaux qui le prévoient, ces exonérations, et que l'ordre des ventes peut générer pour vous des économies ou du moins des choix à faire en fonction de vos possibilités. Ça, c'est le premier point. Enfin, c'est le second point. J'ai un troisième point que je voudrais vous parler parce que je le rencontre assez souvent et les gens n'en sont pas conscients. C'est que généralement, vous partez, mais vous êtes quand même attaché à la France et il vous arrive de revenir. Et quand vous revenez, généralement, vous nous consultez après votre retour en nous disant « Ah oui, on vient de revenir et puis maintenant, on va vendre notre résidence. » Ah, résidence où? Allez, on va prendre un cas, vous revenez d'Italie et vous me dites on va vendre votre résidence en Italie. Mais alors là, j'ai encore une question à vous poser. Pourquoi vous ne l'avez pas vendu tant que vous étiez résident en Italie alors qu'en Italie, il n'y a pas de plus-value? Parce que quand vous allez revenir en France et que vous allez me la vendre avec la convention franco-italienne, l'impôt que vous avez, la plus-value que vous avez fait sur votre bien en Italie, elle va être taxable en France. On réfléchit. Alors, en plus, vous pouvez avoir certains pays où c'est encore plus grave. Parce que là, on a certains pays où vous avez des doubles impositions possibles. Pourquoi? Parce que vous allez, par exemple, on va prendre le cas du Mali. Vous êtes propriétaire au Mali, vous revenez en France, la France va imposer l'impôt de plus-value que vous ferez lorsque vous allez vendre votre résidence au Mali après votre retour, mais le Mali va également imposer la plus-value là-bas. Et en plus, on n'a pas de convention fiscale et la France va dire « Oui, mais moi, la plus-value que vous avez payée au Mali, elle n'est pas déductible en France. » Enfin, il n'y a pas de crédit d'impôt, je vous autorise simplement à déduire le montant comme si c'était une charge des travaux de dépenses, ce qui va générer une double imposition. Donc, vous avez un troisième point de réflexion après votre départ pour savoir quel est le bon montage, quel est le bon timing que vous devez faire. Enfin, un dernier petit point, je ne vais pas abuser, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, mais c'est le risque que vous avez lorsque vous anticipez et que vous allez m'ouvrir des comptes à l'étranger avant même d'être parti. Ou lorsque vous rentrez de France et que vous m'avez laissé de l'argent à l'étranger parce que vous avez gardé un appartement à l'étranger. Alors on a beaucoup le cas avec les gens qui ont des résidences secondaires en Espagne ou Portugal ou autre. Ils ouvrent un compte et puis ils mettent de l'argent dessus pour payer les charges de copropriété. Il faut quand même que vous sachiez que ces comptes, vous devez les déclarer tous les ans dans votre déclaration d'impôt. Il y a une case dans votre déclaration d'impôt qui s'appelle la case 8UU. Vous me la cochez, puis vous me remplissez le formulaire compte détenu à l'étranger que vous joignez. Parce que si vous ne le faites pas, c'est 1 500 € d'amende par an et par compte non déclaré. Et puis si vous n'avez pas de compte, mais que vous avez la procuration sur le compte de vos parents, vous le déclarez aussi, parce qu'on suspecte que c'est peut-être un compte que vous avez à votre nom, que vous avez ouvert au nom de vos parents pour le cacher. Donc, soyez vigilants, parce que si vous avez des comptes à l'étranger, on peut vous redresser 6 ans en arrière. Et si sur ce compte, il y a eu plus de 50 000 € sur les 10 dernières années, on a 10 ans pour vous redresser 1 500 € par an x 10. Voilà. Et s'il y a même de l'argent dessus, on pourrait penser que c'est de l'argent de la drogue ou de la prostitution et ça pourrait aller en pénal. Donc, pas faire comme un certain ministre qui avait de l'argent en Suisse qui ne le déclarait pas. Soyez transparent.
dormez bien, n'ayez pas de soucis et après être obligé de venir chez les notaires nous consulter et dire « Ah mais comment on fait ?» Vous déclarez « Ah oui, mais mettre le compte, je vais changer de notaire. » Bah oui, parce que vous ne voulez pas déclarer. Mais après, vous faites le sous-marin et puis un jour, vous êtes redressé, puis c'est hyper compliqué. Donc il faut jouer la transparence tout de suite. Les textes fiscaux sont là. On a maintenant la possibilité de tout savoir sur vos comptes. Il y a des échanges automatiques de données. Pour l'impôt sur la fortune, je vais même plus loin parce qu'au Brésil maintenant, le Brésil échange avec les autres pays du sud de l'Amérique les données qu'ils ont. C'est-à-dire quand un Brésilien achète en Argentine, l'Argentine dit attention, votre client a acheté chez moi, donc il doit le déclarer à l'IFI. On parle de faire venir cette réforme en France, donc votre IFI que vous avez quand vous avez des biens à l'étranger, même si vous êtes résident de France, il faut les déclarer, quoi. Il ne faut pas se dire ah oui, mais je n'ai pas envie de payer l'impôt. Il faut que vous soyez transparent si vous ne voulez pas avoir de soucis dans un cadre international. Merci beaucoup. La conférence se termine. S'il y a une question dans la salle, je veux bien la prendre. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous. Ah, il y a une question là. Sébastien, réponse rapide parce qu'on a débordé on est en débord actuellement. J'y connais rien du tout, mais j'ai noté le chiffre de 19% quand on était non-résident. C'est combien quand on est résident? C'est le même taux, en fait. Approchez votre... Il n'y a pas de différence sur les taux d'imposition entre résidents et non-résidents. OK. Il y a une autre question là. Bonjour, c'est pour les comptes à l'étranger. Combien de nombre de comptes autorisés? Est-ce que c'est illimité? On a un certain nombre limité à des comptes. Il n'y a pas de limitation, c'est simplement il faut le déclarer qu'on les a en fait. C'est simplement déclarer qu'on a des comptes à l'étranger. Voilà, je suis désolé, mais il faut qu'on fasse notre pause technique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence dans quelques instants.